Gabriel Marceau, salut. Bonjour. Bienvenue à On n'est pas du monde. Merci, c'est gentil. Très heureux de t'accueillir. Tu as 22 ans et tu es présentement étudiant en génie industriel. Exactement. Et durant une bonne partie de ton adolescence et de ton jeune âge de jeune adulte, tu t'es investi à fond dans ton sport, ouais, le badminton. Exactement. Je savais à peine que ça existait, le badminton, avant de te rencontrer. J'imagine. Alors, de manière assez intensive, là, tu t'as plongé là-dedans. Tu étais même parmi les meilleurs joueurs au Québec. Tu as gagné des grandes compétitions provinciales. Ça représentait quoi le badminton, là? Mettons, au plus intense là, de ta carrière? Tu pouvais mettre combien d'heures là-dedans, par exemple, par semaine? À vrai dire, quand je m'y adonnais là, de manière plus sérieuse, 5 pratiques par semaine de 2 heures. Puis sans compter les tournois là, qui pouvaient arriver de peut-être 3 tournois par mois, là, donc 3 fins de semaine par mois. Là. OK, ça fait beaucoup d'heures. Puis la fin de semaine, on partait le vendredi à 1h, puis on revenait le dimanche vers 4h de l'après-midi. Là. Donc, que ce soit à Montréal, à Sherbrooke, à Trois-Rivières. Donc, c'est ça. Oui, c'était beaucoup d'heures. Puis tu allais à l'école, évidemment, pendant ce temps-là. Donc, ta semaine était pleine avec ça. Pas mal, oui. Pas mal pleine. Pas beaucoup de temps pour les autres activités sociales ou faire d'autres sports? Ou... à vrai dire, j'allais quand même, là, moi je vais à l'église là, 2 à 3 fois par semaine aussi, donc je prenais quand même le temps de pouvoir faire grandir ma foi. Mais non, à part l'école, la messe et le sport, il n'y avait pas d'autres trous vraiment. Là. Donc, non. OK. C'est intéressant parce que en faisant des recherches pour l'émission, je suis tombé sur un concept, là, c'était c'est sur le regret, là, je me souviens plus, j'ai perdu ma note là-dessus. Ah oui, l'enfance perdue, syndrome de l'enfance perdue. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Des sportifs là, qui vont à fond dès un jeune âge. Puis là, ils se réveillent à l'âge adulte, puis ils se rendent compte qu'ils ont manqué quelque chose ou ils sont passés à côté de quelque chose. As-tu déjà eu ce sentiment-là, Gabriel? Bien, à vrai dire, hier, là, je suis retourné à la salle d'entraînement. Là, on parlait de sport individuel. Là. Maintenant que je fais plus de badminton, j'essaie quand même de me garder en forme. Là. Je suis retourné à la salle d'entraînement et puis j'avais pas mes coéquipiers. Je me retrouvais avec du monde que je connaissais pas vraiment. Puis ça m'a comme un peu remis en question sur comment j'avais bâti ma personnalité, ma vision de moi. Puis j'étais comme rendu un no one. T'sais, personne ne me connaissait alors que je rentrais dans la salle d'entraînement habituellement, là, soit au cégep, à l'université. J'avais le gilet de l'équipe de sport. Les responsables de la salle me connaissaient. T'étais quelqu'un. J'étais quelqu'un. Je représentais l'école, tant au niveau collégial qu'universitaire. Puis là, je suis arrivé, il me dit « Oui, c'est quoi ton nom? » Je ne savais même plus. Tu sais pas mon nom? Comment oses-tu? C'est vrai, on n'entend pas souvent parler, mais je parlais avec une fille qui a gagné les Olympiques au rugby. Puis après ça, elle s'est blessée, puis elle ne pouvait plus jouer. Puis elle me dit ça a vraiment été une crise identitaire. Là. Elle s'est demandé mais ça va être quoi maintenant ma vie? Ça va être qui suis-je? Là? Parce que c'est comme si tout d'un coup, tout s'arrête. Là. Est-ce que c'est documenté, ça? Oui. Il y a plusieurs facteurs de risque de la vie d'un athlète de haut niveau et celui du fait que la perte de l'identité au moment de la carrière. Ils prennent leur retraite beaucoup plus tôt que moi, qu'un prof d'université, par exemple. Et donc, très tôt, le syndrome de l'enfance perdue, le lost childhood, ça, c'est très connu aussi, là, surtout les gymnastes qui commencent à 4-5 ans. Ou le patinage artistique, oui, des disciplines comme ça, où ça commence très jeune. Alors, ils vivent 40 heures par semaine à s'entraîner ou des choses comme ça, absolument aberrant. Et après, donc, carrière très courte, commence très tôt, vivent pas l'adolescence, vivent pas l'enfance ni l'adolescence, et fin de carrière très tôt aussi. Et puis là, c'est ton identité. Et tu t'as construit pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Michael Phelps, je pense, c'était le plus vieux, là. Pas sûr qu'il y a des athlètes olympiques qui ont plus de 40 quelques années. Qui a performé pendant des années, quand c'est même. Ça. Hein, et puis après ça, mais à 40 ans, il faut que tu reconstruises ton identité. Et ça, c'est très connu. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits de la part des psychologues, des institutions sportives pour aider les athlètes à la retraite parce que c'est un gros problème. Ben oui, c'est clair. Parce qu'on les a utilisés pour mousser le nationalisme, puis après ça, débrouille-toi.
C'est ça. Marianne Saint-Gelais avait fait... Elle a fait une dépression. Oui, puis elle en avait beaucoup parlé. Là. J'ai trouvé ça très intéressant là, Tout à fait. de se dire qui suis-je? Je finis les Olympiques, ma carrière. J'ai pas nécessairement d'emploi là, stable, ben pas stable, là, mais sans avoir développé tant que ça une carrière professionnelle. Puis c'est vrai qu'on tombe un peu, puis on est oh, OK. Toi, tu as commencé à quel âge, Gabrielle, à jouer au badminton? Ben, comme j'ai dit... Moi, j'ai commencé à 4 ans. Toi, c'était ça aussi? Oui, ben moi, en fait, j'ai commencé par le soccer. Tu as commencé à jouer au soccer à 4 ans, Laurence? Oui, moi, c'est peut-être ça, les parents aussi qui déterminent. Mais moi, mes parents, c'est des grands sportifs. C'est ça. Puis mon père, tu sais, c'était l'athlète de l'année à son cégep, des choses de même. Fait qu'à 4 ans, j'étais dans l'équipe de soccer, c'était mon coach. Fait que... Puis à partir de là, j'ai joué tous les étés. Jusqu'à 24 ans. OK, c'est intéressant. Chez vous aussi? Ben, en fait, moi, j'ai commencé à 4-5 ans. Là, les Timbits. Les Timbits, exactement, là, à Charlebourg. Puis, comme j'ai dit, là, vers 14 ans, là, après 10 ans, j'ai décidé d'arrêter. Mais j'ai comme eu 2 ans là, où je pratiquais 2 sports en même temps, là, qui étaient très difficiles à concilier. Là. Des fois, j'avais des matchs de soccer, puis j'avais un tournoi en même temps. Puis là, il fallait que je perde dans mon tournoi pour pouvoir aller à ma game. Mais là, tu sabotais le match. Je me rendais trop loin. Fait que là, j'étais comme, oh, qu'est-ce qu'on fait? Fait que, mais oui, je dirais vers secondaire 1, là, 12 ans. OK. Ouais. Donc, toute ton adolescence, jusqu'à récemment, tu as arrêté il y a quelques semaines, tu me disais tantôt. Ouais. Dans ta famille, le sport, ça a quand même une place importante. Oui. Bien, il y a un été, là, nous, on est 5 enfants. Là. Il y a un été où les 5 jouaient au soccer. Là, puis, compétitif. Compétitif. Mes parents s'arrachaient les cheveux de la tête pour aller nous reporter aux pratiques, au match. Puis, non, le sport était très présent. S'arrachait les cheveux de la tête, mais j'imagine qu'ils étaient fiers de vous quand même aussi. Oui, très fiers. Puis aussi, on avait l'aide de nos coéquipiers qui nous portaient aux pratiques. Là. Moi, j'avais un ami qui restait à 2 rues. Là, puis sans lui, ça aurait été différent. Mais c'est vrai que pour les parents, c'est tout un monde. Hein? Puis les parents se jugent entre eux, puis des choses comme ça. Ah oui? Ouais, dans les estrades? Oui, nous, c'était très difficile. Là. Lui, il vient jamais voir le match de sa fille. Il demande toujours des lifts aux autres parents. T'sais. Non, il y a une compétition même entre les parents. Moi, c'est ce que j'ai observé. Là. Ça sera... il y a tout un pan à explorer, là, ouais, franchement. Moi, je l'ai déjà dit dans une chronique au Verbomoteur, je suis le pire parent. Je serais sûrement jugé par tout le monde. Gabrielle Marceau, tu l'as évoqué un petit peu il y a quelques instants. Malgré cette pratique intense du badminton durant l'adolescence, tu as continué quand même de fréquenter l'église, d'aller à la messe. Est-ce qu'à un certain moment, il n'y a pas eu une compétition, justement, entre ces deux univers-là dans ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas eu une tentation là, d'avoir une relation avec le sport qui est comme une idole, hein, on dit en langage religieux, ou un autre dieu à vénérer, qui prend beaucoup de place, qui exige des sacrifices? Ah oui. Bien, comme on dit souvent, là, quand tu as une idole, c'est quelque chose qui demande des sacrifices, puis... oui, c'est arrivé là, souvent en fin de tournoi, là, par exemple le samedi, là, moi je vais à la messe vers 7h45, puis je me retrouvais à être en demi-finale, en finale, puis là j'ai mon coéquipier avec moi, on a passé la journée ensemble à battre tout le monde, puis là, c'est comme, il faudrait comme que je parte, puis comme, tu vas pas me laisser, là. On est là en finale, là, puis... Fait que souvent, oui, j'ai dû... Est-ce que tu l'as déjà fait, l'abandonner pour aller... Non. OK. Non, parce que j'y allais le lendemain. Ouais, mais clairement qu'à ce moment-là, j'ai mis le badminton en premier. Je pense qu'aussi, il y a une question de respect. Là, quand tu t'engages dans quelque chose, je pense que c'est important. Là, ton coéquipier, s'il a passé la journée avec toi pour se rendre en finale puis que tu le laisses, c'est un peu un manque de respect, je pense. Mais oui, là, certainement. C'est contre le principe évangélique de la charité. C'est ça les excuses. C'était mon motif à ce moment-là. On se justifie comme on peut. Hein? Oui, exactement. Mais donc oui, là, c'est arrivé plein de fois. Puis aussi, le problème qui arrivait, c'est que, par exemple, je me voyais manquer la messe, mais quand tu commences une saison de badminton, par exemple, tu as des tournois qui sont préétablis. Fait que si tu te dis, je peux pas aller à ces tournois-là, par exemple, s'il y en a 5 durant l'année, tu n'accèdes à aucune pratique, tu n'accèdes à rien pour 5 fois où tu manques. Fait que là, c'est comme de se dire... Il y a un calcul qui se fait. Exact. Ouais. Est-ce que pour 5 fois que je ne peux pas être là, je vais tout mettre ma saison en péril? Donc, c'est important aussi de ne pas rentrer dans un légalisme non plus, de dire,
je dois aller là parce que sinon, je suis un mauvais chrétien. Ben ouais. C'est aussi une question de ne pas rentrer dans le légalisme non plus. Il y a un équilibre, finalement. Mais dans le sport, on nous menace aussi. Moi, je me souviens qu'au soccer, si je manquais une pratique, je ne pouvais pas commencer le match après ça. Là. Fait que, des fois, les coachs sont comme des légalistes aussi, des curés ou des pharisiens. C'est ça. C'était vraiment... tu benchais là, si tu manquais les pratiques. Fait qu'il faut que tu y penses c'est intéressant, ça. Donc, on n'est pas dans le plaisir là, puis l'amusement pur. Il y a comme une... Ben, moi, je pourrais dire que j'ai été chanceux à ce niveau-là parce que bien que souvent le badminton, ça se pratique, là, c'est des rencontres par équipe, c'est quand même un sport qui est dit individuel. Donc, ma progression et mon désir de devenir meilleur m'appartenaient quand même. À ton rythme. Donc, si je voulais, par exemple, manquer une pratique, ben, c'était un peu moins... C'était moins pire que dans une équipe vraiment collective, là, un sport collectif. Donc, Gabriel, on parlait un peu plus tôt avec Mme Laberge, qui est en sociologie du sport. Là, on parlait du culte du corps parfait, comment le sportif aussi a un regard sur lui-même. On parlait d'identité même tantôt au début, un regard sur lui-même qui est forgé par le regard des autres, mais aussi par certains standards, par certaines normes. Comment tu as vécu ça, toi, en tant que sportif, ce regard-là sur ton propre corps? Comment ça a évolué avec les années? C'est très intéressant parce que je peux affirmer que j'ai fait partie de ce courant de pensée-là. Et encore aujourd'hui, ça peut être un combat là, de vouloir avoir un corps parfait, physiquement, qui plaît. Je pense qu'un des facteurs qui a été marquant pour moi, c'est que quand j'étais jeune, là, au début du secondaire, même vers la fin du secondaire, je n'étais pas très grand. Je pesais peut-être 150 livres. Je n'étais pas très gros non plus. Tout le monde disait que j'étais mince. Et puis, vers la fin du secondaire, puis dans mes années cégep, là, j'ai décidé d'un peu prendre ça en main. Oui, exact. Donc, j'ai fait beaucoup de conditionnement physique. Je suis allé à la salle. J'y allais des fois même 2 fois par jour là, pour pouvoir atteindre certains résultats là, que je voulais atteindre. Ton corps était comme, pas défectueux, mais pas tout à fait adapté à l'image que tu aurais aimé projeter. Exactement. Fait que là, fallait le construire, fallait le modeler pour qu'il réponde à cette idée-là. Je pense que oui, puis je pense que la sexualisation, l'hypersexualisation de la société a un rôle à jouer là-dedans. Explique. Bien, par exemple, au secondaire, là, moi, j'étais pas très costaud, puis je pense que les filles au secondaire, au cégep, à l'université, je pense que c'est pas nécessairement une mode, là, mais les filles aiment ça se sentir qu'ils peuvent se faire protéger, se sentir qu'ils peuvent être... du moins, c'était l'image ou le message que tu recevais. Que je recevais, exactement. Puis que je perçois encore dans la société d'aujourd'hui, de temps en temps. Là. Donc, moi, c'est comme si je sentais une pression là, sociale à pouvoir être ce copain-là qui va pouvoir montrer que je vais pouvoir te défendre s'il arrive quelque chose ou de se sentir... c'est ça, je pense que c'était... Fait que tu sentais une pression. Il fallait que tu assures, entre guillemets, ou que tu sois le gars musclé qui va protéger sa blonde. Puis il n'y a pas question que ma blonde soit plus forte que moi. Là, ça, c'est intéressant. Oui. Ben, en fait, je veux dire... je pense que, encore une fois, c'est une façon de penser qui était très populaire. C'est des normes. Je vois la sociologue opiner. Qu'une fille qui est grande trouve un gars aussi grand ou plus grand. Ouais, parce que si le gars est plus petit, ben là, ça va pas. Là. Puis s'il est petit, ben il est mieux d'être musclé. Oui, c'est ça. Faut compenser, c'est ça. La virilité... Puis est-ce que c'est guéri, entre guillemets, là, c'est pas une pathologie, mais quand même, cette espèce d'obsession-là d'un corps parfait, est-ce que, j'imagine, t'en parlerais pas comme ça s'il y avait pas déjà des trucs d'apaiser chez toi, là? Oui, absolument. Il y a eu des victoires là-dedans, là, dans le sens où avant, j'y pensais tout le temps, puis après ça, c'est la nutrition qui rentre en compte, c'est les shakes de protéines, il fut un temps où je mangeais 6 repas par jour. Donc, on prenait 3 repas normaux. J'ai coupé en 2 parce que, vite, là, le meilleur moyen de prendre de la masse musculaire, c'est d'avoir constamment des protéines dans ton système. Parce que si tu en prends trop, par exemple 3 repas par jour, si tu en prends trop sur un, bien, tu ne vas pas tous les absorber, donc tu en perds. Donc, le mieux, c'est de faire 6 repas par jour.
Donc là, j'étais constamment en train de manger dans mes cours. Ça insultait ma mère parce que là, je mangeais 1 heure avant son repas, puis 3 heures La moitié du après. repas qu'elle te servait. Exactement. Puis en Donc, comptant le nombre de protéines dans chaque chose que tu manges. exactement. C'est de l'ouvrage. Beaucoup de ça. poulet, peut-être, aussi? Du C'est poulet. dans mon imaginaire. Oui, le poulet, le PVT. C'est quoi ça? Les En fait, c'est protéines. Les protéines végétales végétales. texturées. Ouais. OK. Protéines végétales texturées, là, qui est une option un peu plus végétarienne. Là, mais oui, de la viande, des œufs surtout. Oui, oui. Donc, ça a changé. Qu'est-ce qui fait que ça a changé, ce regard-là, sur toi-même? Bien, je pense que l'Église m'a beaucoup aidé là, à travers ça, là, de voir que c'était pas nécessairement ça qui allait me rendre heureux. T'es pas Puis- juste un tas de muscles, finalement. Non, exactement. Puis aussi, ma fiancée, qui est rendue ma femme aujourd'hui, qui m'a aussi beaucoup aidé là-dedans en me disant que c'était pas nécessaire, qu'elle m'aimait pas plus avec des muscles. Puis... Parce qu'elle t'a jamais vu sans muscles, ça. Non, ben, Fait que tu perdes un peu de muscles, Ouais, voir si elle mais- t'aime encore. je te dirais que depuis la dernière année, là, c'était un peu le cas. Là. Ah ouais, OK. Ben, comme je vous ai dit, je suis retourné hier au gym. Ouais, Puis ça faisait presque 1 an là, que je n'étais pas allé Ah ouais. de manière régulière. OK. Puis au début, je me le suis imposé. Ouais. Puis après, donc c'est ça. Je pense que ça m'a beaucoup aidé là, de décrocher un peu. De te sentir aimé pour ce que tu es, Exactement. carrément. Ouais. Gabriel Marceau, merci beaucoup pour ton témoignage. Ça fait plaisir. C'était super intéressant. Merci.